Bonjour, je suis Christian Bonin, je suis endocrinologue et je travaille à la Clinique Princesse. Bonjour, je suis Isabelle Serre, je suis maître de conférence en STAPS, sciences et techniques des APS, et en poste à l'université de Pau. Stéphane Bérou, médecin du sport. Marie-Hélène Dehecq, présidente du comité départemental de gymnastique volontaire, que tout le monde doit connaître dans la salle sûrement. Enfin, nous sommes la 3e fédération en France, juste après le foot et le judo. Voilà. Alors, Et avant le tennis. Et l'équitation. Alors Stéphane, vu que tu as le micro, est-ce que c'est une bonne question de dire, est-ce que de dire le sport fait-il maigrir, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas finalement dans cette question, dans cette phrase? Toi tu l'aurais formulé comme ça, ou tu aurais dit, bon c'est normal qu'on puisse se poser cette question? C'est une question qui est tout à fait légitime, parce que on est dans cette problématique-là de savoir quel sport, pourquoi, et en particulier la première motivation de se remettre à l'activité physique, ou d'en faire, une des plus fortes en tout cas, c'est de contrôler, enfin, ou d'avoir des conséquences sur son aspect physique, et en particulier sur son poids. Et la question est tout à fait intéressante de poser comme ça, pourquoi? Parce que je l'ai vu encore posé dans Sciences et Vie de ce mois-ci, je crois, où il y a Martine Duclos qui répond avec un autre expert, et ils ont l'air de dire que non, que le sport ne fait pas maigrir, parce qu'il prenait un exemple très simple. Il disait 1 kg de graisse, c'est 9000 kilocalories. 1 heure de tennis, c'est 600 kilocalories. Donc, il faudrait 15 heures de tennis à bonne intensité pour perdre 1 kg de gras, si on était juste de l'arithmétique. Et il disait aussi qu'en plus, quand on faisait de l'activité physique, la tendance, après avoir fait son activité, c'était d'aller casser la graine parce qu'on avait faim. Tout ça, c'est que de logique. Mais d'un autre côté, moi j'ai envie de dire que oui, effectivement, le sport fait maigrir. Parce que bon, déjà, j'ai une humeur iconoclaste. Ceux qui me connaissent le savent bien, mais en plus de ça, parce que c'est la tendance générale, effectivement, il y a ce que dit Martine Duclos, c'est un expert donc, qui a un poste à Clermont-Ferrand, qui est souvent interviewé sur les problématiques de sport santé, et qui travaille, je crois, sur les problèmes de poids. Et en plus de ça, c'est corroboré par des recommandations qui disent qu'effectivement, le sport seul ne fait pas maigrir. Mais moi, j'ai envie de dire qu'en fait, si, le sport fait maigrir, parce que le sport, quand on dit comme ça, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on parle de sport, il faut surtout parler de spécificité du sport. Quel sport, à quelle intensité, à quelle fréquence, en quelle durée, parce que tout ça, ça implique des filières d'énergétique tout à fait différentes. Et bon, on va sans doute en discuter après plus avant, mais ça c'est évident. Et en plus de ça, ceux qui ont vécu le sport et qui l'ont ressenti dans leur corps savent bien que c'est un des outils quand même les plus intéressants pour contrôler son poids et pour maigrir. Je veux dire, je connais personne qui ne se remet pas un peu à l'activité physique quand il a des problèmes de poids. Et il y a toujours des conséquences toujours positives. Et donc, en fait, voilà, à partir d'une question générale, effectivement, on est obligé d'aller un peu plus dans des choses spécifiques pour pouvoir répondre clairement. Et c'est pour ça que je vais passer la parole alors peut-être à Marie-Hélène, parce qu'elle a une expérience quasi universitaire dessus, puisqu'il y a eu une publication par rapport à un travail qu'a fait la gym volontaire du côté de Carcassonne chez des femmes en surpoids. Mais peut-être aussi, je vais passer d'abord à
à toi, si tu veux, pour peut-être donner le point de vue scientifique ou au moins universitaire autour de ça. Ben, pour enchaîner, alors peut-être pour préciser les bases physiologiques, poursuivre dans la bioénergétique, ou par rapport au dernier point, tout simplement pour être bien dans son corps, parce que si on s'intéresse à l'effet du stress, ce qui a été démontré aussi, ou en tout cas ce qui est à l'étude, et je demande aux autres intervenants de me donner leur avis à propos de ça, c'est que le stress, en fait, pourrait conduire à la fermeture des vaisseaux qui irriguent le tissu adipeux. Et si ces vaisseaux connaissent un état de constriction, alors la disponibilité, la mise à disposition des lipides peut être par conséquent perturbée. Donc l'élimination de ces graisses et la combustion de ces graisses par les muscles diminuée, auquel cas moins de perte de masse grasse et une perte de poids qui peut être remise en question. Donc ça c'était juste pour prolonger en disant que le sport ça apporte du bien-être, ça constitue un soutien psychologique, c'était d'entrée pour dire les activités physiques et sportives elles sont intéressantes parce qu'on y trouve bien entendu des effets physiologiques, mais aussi des effets psychologiques. Et dans la perte de poids, l'accompagnement est quelque chose d'essentiel. Donc il y a cette dimension psychosociale qui est vraiment très intéressante. Ensuite, il faut bien différencier l'effet de l'activité physique du sport. C'est le sport qui est intéressant, surtout. L'activité physique, ça peut être marcher, jardiner, bricoler, ça reste intéressant. Mais dans la littérature, la perte de poids, elle est surtout constatée quand la durée, et là je développerai pourquoi la durée, et l'intensité sont là, puisque c'est aussi intéressant. La durée favorise l'utilisation des graisses. L'intensité favorise l'utilisation des glucides. Donc a priori, vive les activités d'endurance qui favorisent l'utilisation des graisses pour la perte de poids. Mais même quand on utilise les glucides, moins de glucides stockés qui se transforment en graisse. Donc même si on est sur des activités qui utilisent les glucides, c'est-à-dire les activités d'intensité, au total, on favorisera moins de stockage de graisse. Donc ça, c'était pour parler de l'intérêt de se pencher sur la pertinence, quelle est la durée, quelle est l'intensité de mon activité physique. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi importance de quel est le sujet. Quand Stéphane a commencé, quels sont les objectifs et pour qui le sport fait-il maigrir, mais de qui parle-t-on quel est le sujet? Qu'est-ce qui le caractérise? Est-ce un sujet jeune, un sujet âgé, un homme, une femme, un sujet sédentaire ou entraîné? Plus on est entraîné, plus le corps est capable de consommer des lipides, de dégrader des lipides pour un effort donné. Donc c'est vraiment intéressant que de passer d'un statut de sédentaire à un statut de sujet entraîné. Ensuite, le sujet se caractérise par une histoire biologique et au-delà, psycho-socio-biologique. Et le statut hormonal est très important. Je pense qu'à ce sujet, M. Bonnet, en tant qu'endocrinologue, va nous éclairer. Et c'est vraiment essentiel pour avoir accompagné des personnes qui souhaitaient une perte de poids. Quand il y a une spécificité hormonale, bien particulière, associée à une pathologie, les pertes de poids ne sont pas les mêmes. Après, le milieu de pratique est intéressant aussi. Quand on pratique en piscine, l'eau va permettre une dépense calorique plus importante parce que l'eau fraîche par rapport à l'air frais va nécessiter donc une dépense énergétique associée à la régulation de la température. Et enfin, moi j'ai plutôt tendance à rejoindre donc la deuxième réponse. Oui, le sport fait maigrir parce que dans tous les cas, quand on augmente sa masse musculaire, au repos, parce qu'il faut entretenir et réparer les tissus qui ont été, entre guillemets, endommagés pendant la pratique, on continue à dépenser des calories. Bon, je ne sais pas si... Ça veut dire qu'il y a une dépense calorique au repos. Au repos. Assis, on dépense tous un peu de calories. Alors c'est vrai qu'il aurait été intéressant de définir aussi les apports et les dépenses énergétiques. Les dépenses étant un cumul
des dépenses qui sont celles du repos, le métabolisme de base qui est associé aux dépenses nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme, au repos, et puis les dépenses associées à la thermorégulation et les dépenses associées aux activités physiques et sportives. Mais c'est plus on a de masse musculaire, plus au repos, on dépense de l'énergie. Donc plutôt un oui pour moi. Est-ce qu'on passe vers un... Alors, pour moi, d'abord, je connais bien Martine Duclos, j'ai eu la chance d'être son interne. Je suis sûr qu'elle est persuadée qu'il faut faire du sport et que pour maigrir, il faut entraîner les gens dans l'activité physique. Elle fait elle-même beaucoup de sport et elle a travaillé là-dessus. Et voilà. Donc ça, je n'ai pas lu l'article de Saint-Sévy. Maintenant, est-ce que le sport tout seul fait maigrir dans une population lambda? Parce que là, on ne parle pas de sportifs, je pense, on parle de la population générale. On ne peut pas dire aux gens que vous allez maigrir parce que vous allez vous mettre à faire du sport si on ne corrige pas le reste. Maintenant, je suis persuadé aussi que, enfin, moi, les gens dont je m'occupe dans le surpoids et les diabètes de type 2, ce n'est pas des sportifs. Et on voit bien que ceux pour qui ça fonctionne bien, c'est ceux qui vont se mettre à faire du sport. Et c'est certainement pas uniquement par l'effet physiologique du sport, c'est le contexte global. Ceux qui font du sport sont aussi des gens qui entrent vraiment dans la dynamique de prise en charge. Et c'est comme par hasard ceux qui font du sport, qui respectent leur alimentation, qui ne vont pas faire les boulettes au niveau alimentaire. Et je pense aussi que les sportifs qui font vraiment du sport intensif font gaffe à ce qu'ils mangent. Et ils ont une hygiène de vie qui est plus correcte que la population générale. Alors oui, le sport fait maigrir déjà aussi par le comportement et par l'aspect psychosocial, ça c'est sûr. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, la masse musculaire, la consommation d'énergie au repos. Lorsque j'étais à Haut-l'Évêque, on avait fait un travail de recherche clinique, c'était des obèses avec une calorimétrie à l'entrée, un mois d'exercice physique encadré, et exercice physique modéré, hein, c'était des femmes obèses entre 50 et 65 ans, c'est pas du marathon qu'on leur fait faire, hein. Et un mois après, la calorimétrie de repos, elle a augmenté, oui, la dépense énergétique de repos, elle monte. Donc oui, le sport, ça doit faire maigrir, mais pas tout seul, quoi. C'était peut-être le sens de la question que vous avez posée à Martine. Ça, après, pour ce qui est des endocrinopathies, il y en a quelques-unes qui empêchent de maigrir, c'est sûr, mais au niveau épidémiologique, voilà, ça a une incidence marginale. Ouais, il y a les maladies de Cushing, les hypothyroïdies. Après, il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y a peut-être des hormones qu'on ne connaît pas encore. On découvre des hormones et des sécrétions du tissu adipeux tous les jours. Il y a des trucs qui sortent, telle hormone, dans la régulation du métabolisme, de l'homéostasie du glucose et tout ça. Mais pour celles qui sont accessibles à un traitement aujourd'hui, c'est pas la majorité des problèmes qu'on rencontre. C'est plus le comportement et après, on va dire la génétique. On sait bien qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à la prise de poids, mais il faut les faire bouger. Donc je suis d'accord, moi le sport fait maigrir. Marie-Hélène, est-ce que vous pouvez, à travers effectivement l'expérience que vous avez pu mener et publier sur le sujet, nous donner votre avis sur la question? Ma fédération regroupe 97% de femmes. Autant vous dire que la problématique du sport et est-ce que les séances de gym auxquelles je vais pratiquer vont me permettre de maigrir est une question qui est, chacune des séances est une question qui m'est posée. Alors notre fédération a fait des recherches par rapport en milieu universitaire pour justement étudier et analyser sur une population, c'était des recherches sur une population de femmes qui étaient en surcharge pondérale, voir les effets de l'activité sportive sur la perte de poids. Et comme notre fédération a toujours cette démarche à partir de recherches, trouver après des réponses pédagogiques de terrain, notre fédération a mis au point et déposé un programme qui s'appelle Actimarche. Ce programme Actimarche consiste à proposer donc aux personnes qui viennent nous retrouver pendant 16 semaines de pratiquer 3 séances par semaine d'1 heure chacune, 2 avec le soutien d'un animateur éducateur et la 3e en autonomie.
Au cours de cette séance, ils pratiquent une marche active et dynamique, de façon continue, c'est très important, pendant 20 minutes à 45 minutes, ça peut être même moins de 20 minutes selon que les personnes sont en surcharge pondérale, notamment enfin, pour ce genre de public, parce qu'on n'accueille pas que des personnes en surcharge pondérale, il peut y avoir d'autres pathologies qui correspondent et cette activité peut être adaptée à d'autres pathologies. Et sur terrain plat, donc 20 à 45 minutes, sur terrain plat, de façon continue et à une intensité, c'est là que c'est important, contrôlée individuellement avec le port d'un cardio-fréquence-mètre. Et chaque séance est l'occasion de donner une feuille de route à nos pratiquants en fonction des progrès déjà faits et en fonction de ce qu'ils recherchent. Et ceux qui recherchent notamment la perte de poids travaillent dans une fourchette, une fréquence cardiaque de 50 à 60-65% maximum de leur fréquence cardiaque théorique. Donc ça c'est important parce qu'on s'est aperçu, et de nombreuses recherches médicales se sont aperçues que pour perdre du poids, il n'est pas nécessaire, et on va même à l'encontre de la perte du poids si on va dans des activités physiques trop intenses. Il faut pratiquer des activités physiques plutôt modérées. Et je me souviens d'une conférence qui a eu lieu il y a 4-5 ans où ça avait été très largement démontré. Donc, comment rentrons-nous dans ce programme qui dure 16 semaines? Ce qui est très très important, c'est que ces personnes qui éprouvent peut-être des problèmes à perdre du poids ont du mal à se mettre à l'activité, et si elles en sont arrivées là, c'est que peut-être elles manquent d'activité physique, parce que je suis convaincue aussi que certaines activités peuvent permettre cette perte de poids. Donc au départ, il y a une évaluation qui est faite en 2 temps. Un entretien individuel qui permet à l'animateur et aux pratiquants de repérer ce qui va être son frein à la pratique. Vous avez bien entendu qu'il y a 2 séances avec un accompagnement et une 3e en autonomie. Ça veut dire qu'il faut être motivant, il faut motiver le pratiquant. Pour certains qui connaîtraient l'évaluation de la niche écologique de Boss de 2001, on travaille donc quel est notre environnement social, notre environnement familial, notre environnement professionnel qui va nous permettre ou nous freiner dans cette démarche. Donc cette pratique en plus se fait dehors. Donc il faut qu'il y ait toute cette approche et cette appropriation du programme. L'autre évaluation, et qui est très très importante pour nous, et le médecin va m'approuver, c'est une évaluation par des tests. Le test du 2 km marche, qui est un test de l'évaluation de l'endurance, et un autre test qui est tout aussi intéressant, le test du 6 minutes marche. Le 2 km marche, donc on évalue sur une distance, le temps, l'intensité, et le 6 minutes, c'est sur un parcours étalonné, cherchez le mot, sur un parcours étalonné où là on va évaluer la distance, l'intensité aussi, et la récupération et la régularité de la pratique. Donc tout ça est très très important parce que celui qui va rentrer dans ce programme va à un moment donné réfléchir sur son hygiène de vie, sur l'aménagement de sa vie au quotidien pour pouvoir pratiquer. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va constater? Et là, c'est sur le plan médical que ça a été constaté au cours des recherches. Et pour nous qui le mettons en place actuellement depuis 2 ans sur le département, nous pouvons constater qu'il y a une perte de poids modérée, certes, encore que pas pour tout le monde, mais une perte de poids modérée, mais la masse maigre augmente. Ce qui fait que ça peut expliquer la perte de poids modérée parce qu'on augmente notre masse maigre. Mais là où c'est le plus significatif pour les personnes qui rentrent dans ce programme, c'est que leur tour de taille, en l'espace de 16 semaines, peut diminuer jusqu'à 10 à 14, voire 16 cm.
ce qui est énorme. Donc il y a une modification de la silhouette qui est très importante. Il y a une perte aussi de la masse grasse. Bon, ça, on ne le peut le voir que par des études en milieu hospitalier. Une baisse, alors parfois, et on encourage dans la mesure du possible, à faire des analyses médicales avant le programme, et les analyses médicales après le programme peuvent prouver qu'il y a une baisse des triglycérides, une baisse du cholestérol, et notamment du mauvais cholestérol, je ne m'engagerai pas, une baisse aussi de la glycémie à jeun. Et nous avons, au cours de cette expérience et au cours des programmes que nous menons dans le département, pour des personnes qui pratiquent régulièrement, il y a une modification très sensible des habitudes de vie, des modes d'alimentation, et comme on le disait tout à l'heure, quand on se sent engagé dans une pratique qui, on le sait, on nous le dit, mais entre le dire et puis la réalité, on sait que l'on va peut-être perdre de poids, ben on va également modifier ses pratiques, enfin, ses habitudes alimentaires. Et ça, il y a tout un entraînement qui se fait. Et surtout, une fois que le programme s'arrête, eh bien, les gens ont envie de continuer parce qu'ils y trouvent du bienfait par rapport à leur digestion, par rapport à leur sommeil, par rapport à leur et au lien social, puisque la force de ce programme, c'est que ça se pratique en groupe et qu'on n'est pas tout seul face à ces problématiques de poids, face à ces problématiques de pratiquer un matin où il ne fait pas très beau, un matin où il pleut, ou un jour on n'a pas trop le courage, on serait mieux à cocooner devant la télévision. Mais cette lutte contre la sédentarité, nous y croyons et nous savons que dans une pratique où il y a un contrôle comme ça individualisé qui se rapproche de ce qui est la grande mode actuellement du coaching, mais ça se pratique en groupe, nous avons après des inconditionnels d'Actimarche. Voilà. Ok, merci pour cette... Je voulais vous présenter ça. Présentation assez détaillée avec des résultats qui, puisque Stéphane, tu fais partie, on va dire, intégrante maintenant de l'AGV, donc ça tu es un peu la caution médicale. Alors, je voulais savoir pourquoi en fait on propose l'activité entre 50 et 65% de la fréquence cardiaque maximale. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de prouvé, on va dire, sur le plan physiologique, ou c'est parce qu'on se rend compte de façon pragmatique, c'est à ce moment-là que l'on perd le plus que l'on peut perdre le plus de poids ou quelque chose à l'espace. Alors avant de répondre, je voudrais quand même faire une remarque. C'est la première fois, moi, que j'aperçois 4 experts en même temps d'accord. C'est quand même assez exceptionnel. Il y a un moment unique. Les 4 experts sont tous d'accord pour dire que l'activité physique a une action concrète et positive au moins, si ce n'est sur le poids, au moins sur l'aspect physique des personnes. Alors pour répondre à ta question, en fait il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre physiologique pur et puis il y a le paramètre médical. Le paramètre physiologique pur, c'est évident, plus on va dans l'intensité, plus on utilise des glucides. Et en fait, on dit 60 à 65% parce qu'on pense que c'est là où il y a l'oxydation maximale des lipides qui se fait dans l'organisme. Mais en fait, pour être extrêmement précis, il faudrait le faire par une épreuve d'effort, pour être sûr d'avoir l'intensité correcte qui correspond à l'oxydation maximale des lipides. Bon, première chose. Et donc 60-65%. Alors c'est pas forcément la fréquence cardiaque maximale, c'est plutôt la fréquence cardiaque de réserve maintenant dont on parle, c'est-à-dire la différence, c'est 60 à 65% de la différence entre la fréquence cardiaque de repos et la fréquence cardiaque maximale. La fréquence cardiaque maximale pouvant être une fréquence cardiaque théorique à partir d'une formule, ou alors une fréquence cardiaque qu'on a obtenue lors d'une épreuve maximale d'effort. Ce qui est différent de l'épreuve cardiologique qui n'est pas maximale, elle est quand même sous-maximale, l'épreuve cardiologique, à part dans de grands cas, mais à partir du moment où ils sont à 85% de leur fréquence maximale théorique, ils arrêtent l'effort, les cardiologues. Tandis qu'une épreuve maximale, ça se fait par des physiologistes ou quand on est sur les terrains du sport.
Donc ça c'est important, en fait, surtout, on travaille surtout sur la fréquence maximale théorique. Donc c'est surtout la fréquence cardiaque de réserve, 60 à 65% qu'on utilise. Donc ça c'est la raison physiologique. Et la deuxième raison c'est la raison médicale, parce que c'est là où on s'aperçoit qu'on a le meilleur rapport entre les bénéfices et les risques, entre l'activité physique et les risques qu'on prend à faire l'activité physique. Parce que plus on augmente l'intensité, plus on augmente les risques de l'activité physique. Il faut le savoir, les risques articulaires, mais surtout les risques cardiaques. Et donc voilà, il y a deux réponses à ta question. C'est à ce seuil d'intensité où en fait les bénéfices de l'activité physique sont largement supérieurs et maximisés par rapport aux inconvénients. Et combien de temps à peu près, au bout de combien de temps, parce que c'est surtout ça en fait en pratique que les patients se posent, que les patients posent comme question, au bout de combien de temps ils peuvent commencer à avoir des modifications, on va dire, sur le poids, parce que c'est vrai qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, quand les patients n'arrivent pas à perdre de poids, ils se disent bon ça marche pas, on va passer à autre chose. Est-ce que sur le plan, on va dire, physiologico-clinique, parce que à la fois physiologique et sur le plan clinique, on peut se dire mais, à partir de temps de jours, de temps de semaines, on peut commencer à avoir des modifications. Alors, en plus je vais faire une remarque par rapport à Actimarche, parce que Actimarche, comme vous le voyez, a toutes les qualités, mais il n'a qu'un seul défaut, c'est que d'après moi il n'y a pas assez de fréquence. C'est-à-dire que les patients ne sont pas... On les voit une fois, je crois, une fois ou 2 fois par semaine, c'est ça? 2 fois par semaine, et en fait, il faudrait faire 3 fois par semaine. Et il y a peu de personnes qui arrivent à faire 3 fois par semaine. Toutes les études montrent qu'il faudrait faire au moins 3 fois par semaine d'activité, minimum d'activité aérobie, c'est-à-dire des activités où on utilise l'oxygène, c'est-à-dire pas trop intense, pour en revenir aux des choses plus concrètes. Et toutes ces études montrent qu'il faut le faire au moins 3 fois par semaine pendant 20 à 30 minutes. Voilà. Et bon, on est d'accord. Quand on dit en autonomie, c'est tout à fait variable. Et voilà, tout pour vous dire que c'est ça. Donc si les gens arrivent à faire ces 3 fois, déjà, c'est déjà une bonne chose. Ça peut être déjà l'objectif d'un premier mois. Bon, c'est ce que je fais en général en pratique. Je leur dis au bout d'un mois, il faudrait que vous arriviez à faire 3 fois par semaine. C'est déjà beau parce que ça demande tellement de modifications dans leur comportement que voilà. Donc en fait, déjà dans le premier mois, je pense qu'ils n'auront pas, d'après moi, de modifications visibles ou sensibles, à part une tolérance à l'effort qui sera beaucoup plus améliorée, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, ils seront beaucoup moins essoufflés à la fin, au bout de mois, que ça on l'a tous vécu, on le sait bien. Par contre, au niveau physique, bon. Donc moi je dis qu'il faut partir sur 3 mois, c'est pareil un objectif raisonnable, quand on fait quelque chose de bien conduit, si on ne fait que de l'activité physique, bien sûr, si ce n'est pas adjoint avec une prise en charge nutritionnelle, c'est ce qu'il faut faire, certes, mais là, on est en train de répondre à la question, le sport fait-il maigrir? Mais si on répond à la réponse globale, quand les gens veulent se remettre qu'à l'activité physique et qui ne veulent pas entendre parler de nutrition, voilà, ça va être compliqué, mais on peut y arriver. On peut y arriver. On l'a tous fait, je veux dire, quelqu'un qui se remet progressivement, sans modifier complètement son comportement alimentaire, qui se remet progressivement... moi je l'ai vécu, me remettre au vélo par exemple, au bout de 6 mois j'avais perdu du poids, sans vraiment modifier mon comportement alimentaire. Donc je pense que 3 mois, si on ne fait que de l'activité physique, on commence à avoir de bons résultats au niveau de la perte de poids. Voilà, c'est ma réponse. Il faut rester très régulier. On va pas être d'accord là, ça y est, on l'a trouvé. Ah, on est d'accord, mais on ne parle pas de la même population. Tu me dis, je vais me rever au vélo. Pour avoir fait un peu de vélo, je vois la dépense énergétique, et je vois la dépense énergétique que tu dois obtenir dans Actimarche. C'est pas du tout la même division là. Donc ces gens-là, il faut les accompagner sur le plan nutritionnel, parce que sinon ils vont être très déçus. De la même façon que si on leur fait que de la nutrition et qu'ils ne font pas d'exercice physique, ils vont être très déçus. Puis il faut les accompagner en éducation thérapeutique pour leur expliquer qu'on ne perd pas 30 kilos en 2 mois. Parce qu'on peut perdre peu de poids et avoir un énorme bénéfice sur la santé. Perdre des tours de taille, du tour de taille, c'est diminuer son risque cardiovasculaire de façon considérable, même si on n'a pas perdu énormément de kilos. Moi, je ne sais pas s'il y a des orthopédistes ou des gens spécialisés dans le genou dans la salle, mais
il me semble me rappeler des cours de Sénégas en première année de médecine, le genou, c'est 4 fois le poids du corps par centimètre carré à chaque pas dans la journée. Donc 5 kg perdus, ça fait 20 kg de pression par centimètre carré en moins à chaque pas dans sa journée. Ça fait la différence entre des cannes anglaises et pas de cannes anglaises chez les gens qui ont de l'arthrose. Voire même une prothèse de genou ou pas de prothèse. Donc déjà, il faut les accompagner en dehors du simple fait de marcher, en dehors du simple fait de faire du régime. C'est vraiment une prise en charge très très globale. Le sport tout seul, sur une population d'obèses, je crois que ce serait un échec, de la même façon que la nutrition tout seul est un échec, c'est prouvé. Hein. Faire des régimes, alors oui, ils perdent du poids, hein. Le premier mois ils perdent du poids, et puis poum, ça repart tout de suite parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et puis pour ta question sur le plan physiologique et les bénéfices de l'activité physique, si on s'amusait à leur faire des prises de sang très très vite, on verrait à mon avis des résultats au bout de 4 jours. Si on s'amusait à leur faire un indice OMA avec insulinémie, glycémie à jeun, tu fais marcher quelqu'un pendant 4 jours d'affilée, tu vois la résistance à l'insuline qui baisse et l'insulinémie à jeun qui baisse. Ça, très très vite, ça va. Et les premiers effets physiologiques sont assez rapides. Très rapide sur la résistance à l'insuline et l'exercice physique, ça marche très vite. Pour un diabétique de type 2, qui a sa glycémie à 2 grammes le matin, tu le fais marcher 3 jours d'affilée, au bout de 3 jours, tu n'as pas touché son traitement, tu n'as pas touché son régime, il est passé à 1,50. Parce que sa résistance à l'insuline, elle s'effondre. 1 heure de marche, 24 heures d'efficacité sur la résistance à l'insuline, à peu près. Donc voilà, après c'est plus compliqué de leur montrer ça, on ne va pas leur faire des prises de sang toutes les 5 minutes, mais ça va très vite sur le plan physiologique. Sur le plan clinique, c'est plus difficile. Et toi, tes patients, comment ça se passe? Il y a des patients qui viennent te voir pour te disant qu'ils sont obèses, qu'ils aimeraient bien perdre du poids. Comment tu appréhendes la question? Est-ce que tu leur dis le plus important, c'est pas de perdre du poids, c'est d'améliorer la santé? Ou tu leur dis on va essayer de vous accompagner dans les deux? Je leur dis plutôt ça, parce que si je leur dis le plus important, c'est la santé, ils s'échappent en courant, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est perdre du poids. Par contre, j'essaye de leur dire, bah oui, on va perdre du poids, on travaille une équipe, et puis ils voient plusieurs personnes, ils disent tout ça, et puis après, c'est dans l'accompagnement que j'essaye de revenir sur la santé. Quand les gens arrivent et qu'ils te disent, bon voilà, ça fait, on entend ça, hein, ça fait 6 mois qu'on travaille et j'ai perdu que 10 kilos. Donc ils sont prêts à arrêter, hein, ils sont prêts à passer à autre chose, à un régime protéiné, à laisser tomber l'exercice physique. C'est là qu'il faut revenir avec l'éducation thérapeutique et revenir à la santé. Dans ces 10 kilos perdus, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous déjà dans votre quotidien, dans votre bien-être, effectivement la capacité à l'effort. Ils disent bah oui, c'est vrai que quand je monte les escaliers, ça va mieux. Je mets mes chaussures tout seul, j'avais quasiment du mal à faire mes lacets, des choses comme ça. Puis après revenir sur les paramètres de santé. Mais il faut leur dire qu'ils vont perdre du poids, parce que sinon, oui, nous, en tant que médecins, on sait par exemple qu'une population d'obèses avec un IMC élevé qui fait de l'exercice physique régulièrement a à peu près le même risque cardiovasculaire qu'une population de poids normal qui est complètement sédentaire. Donc oui, on va leur dire, c'est pas grave, vous êtes gros, mais vous avez un risque cardiovasculaire qui descend. Mais ça les intéresse pas, ça. Ils sont fous, il faut régler les questions. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est sociologue. Oui, c'est vous. J'aimerais poser une question là. Sur le sport. Il y a OBEPI qui vient de sortir, hein, qui nous dit qu'on continue à grossir de plus en plus jeune, avec le tour de taille qui augmente de plus en plus tôt. Or, moi j'ai l'impression que le nombre d'enfants inscrits dans les fédérations sportives, quelles qu'elles soient, parce que quand j'en vois quelques-uns à la consultation, ils font tous du sport. Ils sont tous obèses, tu fais du sport, ah oui, ils font du tennis, du rugby, du basket, ils sont tous inscrits quelque part. Et pour autant, on a une population d'enfants qui grossit. Donc c'est bien quand même qu'il y a une... Encore une fois, je suis persuadé de l'intérêt du sport. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les trois enfants, ils en font tous beaucoup. Mais je crois qu'il y a une limite à l'intérêt du sport si on passe que par là. Ils croient que dès qu'ils font 2 heures de basket par semaine, c'est fini, quoi. Hein. Ils ont... Alors, bon, je me présente, moi je m'appelle Vincent Charlot, je suis sociologue du sport et maître de conférence à l'UFR STAPS, qui est la fac de sport à Toulouse. Donc, alors la réponse là, je ne suis pas expert, d'abord je tiens à le dire, sur ces questions de relation entre sport et amaigrissement, donc je vais juste prendre un point de vue plus large de quelqu'un qui est un peu profane sur la question. Donc d'abord pour répondre, moi je pense que c'est aussi lié à l'alimentation évidemment, et vous pouvez, si derrière au niveau de la culture alimentaire, socialisation primaire, familiale, bah, vous buvez, on le voit même dans les clubs sportifs, hein, si à la fin le goûter, pour le voir, hein, j'ai un petit neveu que j'amène régulièrement au foot, le goûter d'après
Après la demi-heure de football, c'est 5 à 6 verres de coca, plus. Je ne suis pas dans la balance, je ne suis pas persuadé qu'au final, il ne sorte pas avec plus de calories qu'il en a perdu pendant les 3 quarts d'heure de football. Juste, ma perception quand j'ai vu le thème de la table ronde qui était donc la relation sport-amaigrissement, ce que je peux en dire, moi, c'est qu'a priori, je vais être d'accord avec vous, parce que si je me fie aux médias, on est tous d'accord que le sport fait maigrir. A priori, en tout cas, tout le monde l'a bien compris. Alors, à tel point que, je sais pas, on disait dans les années 70, le sport c'est la santé. Aujourd'hui, ce serait presque de dire, ne pas faire de sport, vous la mettez en danger. Si on pousse plus loin. Donc, ce qui, à mon sens, a bien évolué sur ces questionnements entre amaigrissement, et encore, là on parle beaucoup, si j'ai bien compris, de populations très ciblées, c'est-à-dire obèses, gros sédentaires en tout cas, mais à mon sens, ce qui a quand même bien évolué, c'est la place qu'a la notion d'amaigrissement dans les différents sens de l'engagement dans l'activité sportive. Et aujourd'hui, sur les derniers travaux qu'on a pu mener, enfin pas moi en particulier, mais des collègues sur Toulouse, il y avait quasiment 20% de sportifs, pour les sportifs et sportives, pour lesquels le sens majeur de l'engagement, on n'est plus sur les notions de plaisir, ludique, passion, etc., mais on est sur « je veux remettre mon corps en conformité avec les normes sociales ». Et moi, c'est plutôt à ce niveau-là que je le regarde, parce que je n'ai pas les compétences pour travailler chacun son métier, mais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un corps sportif, médiatiquement, et dans les imaginaires sociaux, qui est la norme, le corps standard, à tel point que le principal facteur de discrimination à l'embauche aujourd'hui n'est pas la couleur de peau, ni la consonance du patronyme, c'est l'apparence corporelle. Pour en avoir discuté avec des chasseurs de tête dans le milieu des commerciaux haut de gamme, par exemple, l'image du commercial a fondamentalement évolué, et aujourd'hui, d'ailleurs ça se voit aussi dans les petites annonces pour la rencontre de l'âme sœur, on est sur la prédominance de l'apparence corporelle. Et aujourd'hui, le fait est que cette norme corporelle standard, il semble qu'on tende quand même vers le corps sportif, à tel point que les médias se font aujourd'hui retoquer pour nous avoir trop mis une sorte de pression sur si vous voulez être conforme aux normes de la masculinité, vous devrez avoir des abdominaux de telle et telle manière, être épilé, etc. Si vous voulez être dans les standards de la féminité, qui sont aujourd'hui la féminité sportive, on ne parle pas de maigreur, on parle de femme athlétique, et donc derrière, ça modifie le sens de l'engagement. Les salles de sport, pour avoir travaillé un petit peu dessus, de fitness par exemple, les gens en règle, ne viennent pas tous parce qu'ils ont plaisir à soulever des haltères ou à transpirer sur un tapis roulant. Ils viennent simplement, et c'est très marrant d'observer les recruteurs et les gens qui sont commerciaux dans ces salles-là, sur pourquoi venez-vous, mais le premier argument, bien souvent, alors il y a lien social, etc., on est d'accord, mais c'est surtout de pouvoir, dans ma tête, faire la démarche de me dire je vais faire l'effort de me remettre en conformité avec ce que la société attend de moi en termes de normes corporelles. Et derrière, évidemment, ça pose aussi des questions sur l'instrumentalisation du sport dans cette direction-là, avec toute la mise en marché, tout le commerce qui peut se faire derrière, où là on n'est pas du tout sur des savoirs savants, médicaux, éprouvés, etc., parfois sur du charlatanisme, il ne faut pas se le cacher, mais sur des gens qui sont en demande pour être le fameux coaching avec des gens qui ne sont pas forcément certifiés, mais qui, on va dire, se réinventent un petit peu, pas tous, mais des compétences dans ce domaine-là, et qui sont sur, je vais pas vous aider à maigrir, c'est pas le terme, c'est je vais vous aider, aidez-moi à remettre mon corps en conformité avec ce que les gens attendent de moi. Et à ce niveau-là, c'est moi la relation, alors il y a des focales qui sont différentes, moi la relation, je la vois à ce niveau-là, et on commence à la voir apparaître chez les jeunes. Chez les jeunes, notamment les activités de salle de sport. Auparavant, on commençait à aller vers ce type de salle autour de 18 ans, 20 ans, 25 ans, et aujourd'hui, on commence à prendre avec autorisation parentale des inscriptions pour des adolescents de 15 ans qui eux sont parce qu'ils sont extrêmement fins, parce que leur petite copine leur dit, etc. Je suis très caricatural, mais on en voit beaucoup qui rentrent qui s'investissent dans le sport, mais pas pour y trouver du plaisir,
mais essentiellement pour s'étoffer un peu et pour être en conformité avec. Et mon intervention, elle porte beaucoup là-dessus, moi, sur quelle est aujourd'hui, quelle est l'image du corps sportif et donc quelle est la relation avec la notion d'amaigrissement. Parce que là, on n'est plus sur la santé physique, à mon sens, au plan sanitaire, on est plus même sur la santé psychologique, c'est-à-dire, et puis on le voit aussi au niveau des vêtements, enfin tout est lié. Aujourd'hui, quelqu'un d'un peu fort, il est mis au banc aussi à ce niveau-là, parce que dans le monde du travail, il sera évalué d'une manière différente, parce que chez les magasins d'habillement, il va vite se rendre compte que les coupes des vêtements, on parle de vêtements coupe sport, c'est avoir une allure sport, etc., et qui ne rentrent pas dans ce canon-là. Et qu'aujourd'hui, on a communément admis que, si vous voulez être conforme, il faut d'une certaine manière, je pousse un peu le bouchon volontairement, mais il faut d'une certaine manière faire du sport. Et si vous n'en faites pas, que vous êtes hors norme, et souvenez-vous, dans les années 70, alors on revient sur le statut du sport, le statut social, le sportif dans les années 70, c'est une activité vulgaire. C'est-à-dire les sportifs, c'est des gens qui s'adonnent à un plaisir entre guillemets populaire, etc. etc. Aujourd'hui, on en est sur une inversion, c'est-à-dire que si vous ne faites pas du sport, vous n'êtes plus dans la norme, quoi. Moi, le questionnement, je le pose à ce niveau-là. Je n'ai pas les compétences pour aller sur le domaine médical, mais il est évident que les deux éléments se rejoignent, parce que quand vous parliez de tour de taille et de la perception qu'on avait de la perte du tour de taille ou de la perte de 10 kilos ou pas, c'est parce que derrière, je me dis, mais attendez, moi si je vais voir un diététicien, si je me fais suivre par un médecin du sport, c'est pas pour perdre 10 kilos, c'est pour remettre mon corps en conformité. Et puis derrière, avec Margaret a perdu 45 kilos en 6 mois, etc. etc. Et alors là, c'est une hypothèse, mais je pense aussi que ces représentations médiatiques, elles impactent énormément les patients. Vous pouvez, les patients ou les adhérents qui peuvent se tourner vers vous. Donc c'est aussi une question que je vous pose. Oui, moi je trouve que c'est à prendre en compte, en effet, ça existe. Mais à côté de ça, si on change de pays, aux USA, les populations ont d'autres morphologies et d'autres poids, et donc il y a encore d'autres normes sociétales, hein, donc ceci existe. Après, j'aimerais revenir à la question, dans le sens où, certes, les jeunes répondent « oui, je fais du sport », et puis ils sont dans cette norme sociétale, donc oui, ils veulent faire du sport, et puis être musclés, et puis bon. Mais à côté de ça, c'est une population qui est très marquée par les jeux vidéo, par la sédentarité provoquée par Internet. Ce sont des fanats de MSN et des jeux vidéo, et ce qu'on sait aussi, ça s'est démontré scientifiquement, que le surpoids qui augmente chez les jeunes est en relation avec la sédentarité, qui est notamment associée à ces activités qui conduisent à la passivité motrice. Donc ça aussi c'est un fait de société. C'est pas l'entraînement par semaine qui va compenser les 6 bornes de vélo que les enfants faisaient dans les années 70 pour aller à l'école, parce qu'on a qu'un vide dans l'autre. C'est vrai que l'idée du sport, comme ça, il se faut une idée du sport qu'il faut. En fait, le sport, oui, ça doit faire des exercices, mais il faut que ça soit intensif. Comme sur l'association aussi, c'est très bien ce genre de choses, parce que ça va largement au-delà des effets physiologiques, c'est le lien social, les obèses sont. Donc là, ils se retrouvent, ils se revalorisent au niveau ils retrouvent leur qualité de personne, d'être humain, et avec des gens qui n'ont pas un regard péjoratif sur eux, parce que souvent ils marchent entre obèses. Envoyer un obèse chez Fitness First à 18h le soir, quand il y a les pépettes en body. Moi, j'y suis allé 1 an chez Fitness pour courir sur les tapis quand il faisait pas beau. J'imaginais que quand je donnais les conseils le lendemain à des patients de 60 ans bien gros d'aller faire ça, c'était pas possible, quoi. Ils arrivent là, ils repartent, hein, ils viennent une fois, ils font la séance d'essai et ils reviennent pas. Hein. Donc là, je pense que ce genre d'association, c'est bien d'essayer dans le sport santé en tout cas, de rassembler un petit peu, même pas faire des ghettos,
Mais je crois qu'il y en a au moins une bonne partie d'entre eux qui se sentent à l'aise là-dedans, parce qu'ils n'ont pas d'inhibition. Au moins un passage pour qu'ils retrouvent confiance en eux. C'est vrai qu'il y a de par l'attitude de l'animatrice, qui est formée de l'animatrice, parce qu'on a beaucoup de femmes animatrices, mais qui est formée au sport santé, à l'acceptation de l'autre, à l'acceptation des différences. Nous formons nos animateurs à ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, donc dès qu'ils rentrent dans notre fédération. C'est vrai qu'il y a cette acceptation de l'autre et que nous souhaiterions voir un peu plus de gens chez nous en surcharge pondérale qui n'osent pas encore franchir le pas. Et alors là, effectivement, il y a l'image de la salle privée. Nous sommes dans le monde associatif, mais nous proposons l'essentiel de nos activités. Ce sont quand même des séances de gym en salle. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne franchissent pas encore le pas. Avec cette activité Actimarche, ils sont dehors à des moments où il n'y a pas ce même regard sur eux qu'au sein d'une salle où on peut peut-être pratiquer des exercices à deux ou à plusieurs où ils se sentiraient gênés. Et il y a surtout cette prise en charge individualisée, contrôlée, et avec un animateur qui est là pour motiver, pour encourager et pour suivre l'évolution, même s'il y a peu de... Alors ce que nous avons observé aussi dans ces programmes, c'est qu'on parlait du temps, à partir de quand ça commence à être efficace. Le premier mois, difficile. C'est à partir du deuxième mois qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir un effet sur leur silhouette, sur leur poids et tout ça. On le remarque. Et alors après, c'est là que... Mais les premiers mois, il faut être très encourageant. En fait, pour rejoindre la parole du sociologue, en fait, on est sur deux champs tout à fait différents, mais je veux juste le préciser. C'est que, et c'est un problème aussi inhérent à notre culture, c'est que d'un côté, on a la prise en charge, effectivement, du poids dans le cadre de quelqu'un qui a des problèmes, et puis il y a effectivement le corps qui est un peu en creux dans la société, quoi. Enfin, le corps parfait qui est en creux dans la société. Et en fait, le problème culturel, je crois qu'on a en France, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire la différence entre à partir de quel moment il faut médicaliser les choses ou pas. Alors, médicaliser, ça ne veut pas dire voir un médecin forcément. Hein. Médicaliser, ça veut dire à quel moment on rentre dans la pathologie, et là, il faut effectivement une prise en charge structurée, avec des objectifs, avec des choses bien cadrées, et à quel niveau c'est une prise en charge individuelle. À quel moment c'est juste la personne. Et effectivement, quand on parle de représentation, etc., c'est confus chez tout le monde, hein, même chez le médecin. Enfin, c'est confus chez tout le monde. À quel moment le médecin il est plus dans le bien-être, dans le confort, etc., d'où tous les services qui sont proposés autour du bien-être, de la santé, etc. Et à partir de quel moment, eh bien, là, c'est une prise en charge qui doit être sociétale. C'est pas le mot, parce qu'en fait, à partir du moment où on va voir le médecin, eh bien, notre pathologie devient la pathologie de la société, puisqu'en fait, c'est la société qui aide à ce que, quand vous allez voir le médecin, comme c'est remboursé, etc., à ce que la prise en charge soit correcte, faite avec des professionnels de santé qui ont été formés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a ces deux concepts complètement différents, ces deux approches différentes et ces deux problématiques complètement différentes. Et donc, nous, on fait notre discours là. C'est quand même forcément quand il y a des problèmes, des pathologies de poids, quand ça devient, voilà. Quand c'est du domaine de la... et c'est ce qu'on a, oui, de l'esthétique, mais ça va au-delà de l'esthétique, effectivement, il y a un peu du sociologie qui rentre, du corps, de la représentation du corps, du culturel, etc., qui rentre en jeu, des problèmes de genre aussi. Un homme et une femme, c'est pas les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et voilà, en fait, tout ça pour dire que la médicalisation de l'amaigrissement, il faut faire attention, effectivement. Il faut être vigilant là-dessus. Et dans nos consultations ou dans les gens qui viennent nous voir, des fois la limite est assez floue. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de poids qui viennent consulter parce qu'ils pensent qu'on va... Et c'est fréquent, en fait,
C'est beaucoup de consultations. Parce qu'ils pensent qu'on va trouver une solution rapide, pas chère, et ça c'est le corollaire, rapide, pas cher, et à leur problème, qui n'est pas un problème forcément de poids. Dans le sens de la pathologie, hein, on peut avoir un problème de poids sans que ce soit une pathologie, hein, et il y a des gens qui ont voilà. Je crois que j'ai brossé un portrait assez fidèle de la personne qui a la problématique justement, est-ce que le sport fait maigrir? Sport fait-il maigrir? Moi, je me pose la question pourquoi les gens ont grossi. Et je pense qu'en se posant la question comme ça, on va avoir la réponse. Je ne pense pas non plus que sur l'amaigrissement, on peut avoir un consensus parce que la prise de poids, elle est individuelle et l'environnement de chaque individu est complètement différent. Donc, si on veut globaliser et si on veut normaliser, on va dire, la perte de poids, à mon avis, on va à un échec. Parce que chaque personne est différente et je pense qu'il est important de prendre en compte chaque individualité si on veut résoudre son problème. Après, vous disiez qu'il y a des gens, ils n'ont pas de problème de poids, apparemment. Mais pour eux, ça constitue un problème de poids. Et ils le vivent comme une difficulté. Ils sont mal dans leur peau. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire, vous avez 3 kilos en manche, vous avez 3 kilos de trop peut-être, mais ça ne vaut pas le coup de faire quelque chose? Je ne pense pas. Pour la personne, c'est un problème et il faut le considérer comme tel. Ça, c'est je ne veux pas dire j'ai raison, j'ai tort. Mais non, avec ma pratique. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. La discussion, elle ne se fait pas là-dessus. Hein. Est-ce qu'il faut les prendre en charge ou pas? La discussion, c'est est-ce qu'il faut médicaliser forcément les problèmes de poids? Il y a des fois, et voilà. Donc, est-ce qu'ils ont besoin juste d'avoir des conseils ou est-ce qu'effectivement, il faut que ce soit pris en charge par des professionnels de santé ou des paramédicaux, des médicaux ou des paramédicaux? Et chaque personne est différente. Donc, je trouve que c'est un risque qu'on prend de les faire rentrer dans un circuit auquel ne sera pas forcément adapté à leur parcours. Il n'y a pas de protocole dans ce genre de prise en charge, parce que justement, c'est des bases de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est de s'adapter au patient. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il croit, vers quoi il va aller. Si quelqu'un a 2 kilos de trop selon lui, que c'est quelque chose qui retentit énormément sur sa vie, c'est un trouble de l'image corporelle. Donc après, moi, ça, si vous voulez, c'est pas de l'endocrinologie, c'est pas de la nutrition. On peut en discuter, il peut exprimer ça, et on le laisse s'exprimer, mais après, parfois, on peut le canaliser un peu parce qu'on voit aussi des gens qui font l'excès inverse, qui recherchent un amaigrissement trop important et qui se mettent en danger sur leur santé. Après, est-ce qu'il faut médicaliser quelqu'un qui veut perdre 2 kilos? Est-ce qu'il faut simplement lui faire voir une diététicienne pour l'empêcher de faire les énormes erreurs que l'on peut voir de temps en temps? Voilà, c'est tout ça. Maintenant, c'est vrai que si quelqu'un a envie de faire un poids X qui reste dans la normale, moi, je ne vois pas pourquoi je l'empêcherais. Si elle a envie de faire 58 kilos plutôt que 59,5, bon, voilà. Après, quand je vois des gens qui veulent vraiment maigrir en dessous de ce qui me paraît raisonnable, oui, je crois qu'il faut médicaliser. Parce que là, on rentre dans le trouble de l'image corporelle. Le problème que je trouve qu'il y a, c'est que comme on essaie de mettre les gens dans des normes, on aboutit à des paradoxes du type, par exemple, on a une personne qui a un poids stable avec un IMC à 26, mais le poids est stable depuis des années. Et puis on a une personne qui est à son poids de forme étant avec un IMC de 20, et puis elle prend 10 kilos, toujours dans les normes, avec un IMC inférieur à 25, elle est mal dans sa peau, parce qu'avec 10 kilos de plus, on n'est pas bien, et on dit, mais non, c'est pas grave. Et elle passe à l'as au niveau des statistiques, parce qu'on a normalisé. La norme, c'est par rapport à l'individu, ça ne représente rien. Oui, mais en pratique, on ne le fait pas comme ça. Mais en pratique, on ne le fait pas comme ça. Je vous assure que si je vois quelqu'un qui est passé d'un IMC, bon, j'en vois pas beaucoup, mais de temps en temps, il y a des gens qui se présentent spontanément ou qui sont envoyés parce qu'ils ont pris 10 kilos brutalement. On ne va pas leur dire ah, non, vous êtes dans la norme, changez rien, laissez-nous tranquilles. On va essayer de les guider, on va essayer de les aider et on leur dit pas c'est pas grave. Hein, si 10 kilos sur 10 ans, ça dépend dans quelle tranche d'âge. Il faut savoir qu'entre 20 ans et 60 ans, un être humain, ça prend 10 kilos, c'est de la physiologie, c'est imparable. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Ça, c'est à peu près imparable. C'est... En majorité. Effectivement, il y a des prises de poids qui va être très
variable contre les épidémies. Il y a des gens qui C'est de la regardent moyenne. leur poids ou leur composition corporelle quasiment toute la vie à partir du moment où ils deviennent adultes. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance-là à voir un poids évoluer avec l'âge, c'est vrai. Alors, j'ai une question précise. Il est conseillé pour un coureur régulier de courir à jeun, de partir à jeun pour perdre du poids. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est efficace et pourquoi? Après, c'est efficace par le fait que n'ayant pas énormément de stock de glucides à utiliser, il va assez rapidement taper dans son stock de lipides. Et ça marche. Alors, est-ce qu'il faut qu'il le fasse régulièrement? Si c'est ça, est-ce qu'en une seule fois ça marche? Est-ce que c'est... Ça dépend de l'intensité, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils partent pour faire des intervalles training. Moi, je n'ai aucune connaissance médicale, mais je connais un peu le sport. On préconise ça surtout pour habituer l'organisme à aller taper directement dans le glycogène. C'est-à-dire, on commence à taper le sucre et c'est après qu'on attaque tu peux mieux l'expliquer que moi, les sucres lents, quoi. Donc, si tu pars à jeun, effectivement, tu n'as pas de réserve. Donc, tu vas plus taper, dans les sucres lents. Enfin, tu peux l'expliquer plus facilement que moi médicalement, je pense. Oui, en fait, c'est surtout vous avez trouvé ça tout à fait étrange, ce que je veux dire, mais c'est surtout la récupération que c'est intéressant. Parce qu'en fait, vous avez tellement stressé votre organisme que là, quand vous allez effectivement manger après l'activité physique, donc il faut que l'activité physique soit pas trop intense, évidemment, pour ne pas faire d'hypoglycémie, pour justement avoir la possibilité d'oxyder les lipides. Donc là, il ne faut pas que l'intensité soit trop importante, on en a déjà parlé. Et la troisième chose, c'est que quand vous avez... Il ne faut pas qu'elle soit longue non plus, hein. Il faut que ce soit à peu près 1 heure. Si vous faites plus d'1 heure, là, il vous faut manger un peu parce que sinon, c'est mauvais temps pour vous. Et de toute façon, vous n'allez plus pouvoir courir. Mais en plus de ça, c'est quand vous allez arrêter l'activité physique, là, votre organisme va être tellement avide de protéines et de glucides qu'effectivement, là, vous allez, comme dans le cadre des régimes scandinaves, vous allez être avide de refaire vos stocks et ils vont être augmentés et ils vont être plus mobilisables que quand... avant que vous ayez fait ce genre d'expérience. Alors évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, puisqu'effectivement, ça demande une intensité faible et que ça stresse quand même pas mal l'organisme, quoi. Donc il ne faut pas le faire à chaque fois. On est d'accord, mais de temps en temps. Alors, vous connaissez le régime scandinave, qui est donc de complètement vider ses réserves en glycogène une semaine avant, sans manger de glucides du tout. Ça, c'est le régime scandinave de base. Maintenant, il est modifié. Donc là, on préfère, on continue à manger un peu de glucides, mais très peu, et avec une alimentation surtout lipido-protéinée. Et après, et en continuant à faire du sport intensif, et même très intensif, pour évidemment très stresser l'organisme. Et les 3 derniers jours, peu de sport, peu d'activité physique, avec beaucoup de glucides, avec 60 ou 80 ou 70%. Alors ceux qui l'ont fait savent que c'est pas très très simple, parce que bon, les 3 premiers jours, on arrive quand même à supporter la charge d'entraînement, mais après manger 60% à 70% de glucides, je peux vous dire que c'est assez dur, hein. Il faut avoir envie de faire une perf au marathon, hein, ça c'est sûr. Oui, mais les pâtes, oui. Et par contre, pour en revenir à l'obésité, alors je ne sais pas si... À l'origine, donc je comprends le principe puisqu'il y a un sucre, on va directement taper, mais après, à la fin, vous prenez un maximum de glucides. Donc ce stock de glucides que vous prenez en très peu de temps, qu'est-ce que vous faites de le stocker finalement? Oui, on le stocke, les glucides. Le glucide, ça c'est on parle de performance là. Ouais. On n'est pas en train de parler de perte de poids, d'amaigrissement, etc. On parle de performance. Donc c'est le stock de glucides que vous allez mettre dans vos muscles et dans votre foie. Voilà. Quand il n'y a pas, c'est simple hein, pourtant, hein, on stocke, le glucide devient lipide quand les réserves sont à fond. Voilà. Donc là on n'est pas dans ce cas-là. Là, on a vidé complètement les réserves. Donc là, quand vous allez faire ça, eh bien en fait, l'organisme sera tellement en vide de sucre et de réserves que elles vont gonfler plus que ce qu'elles étaient avant. Voilà. Oui, mais surtout ne pas
pas à faire quand on cherche la perte de Voilà, poids. Il faut être très progressif quand on réintroduit des glucides, quand on recherche la perte de poids. Ce dont vous parlez là, c'est il faut expliquer que surtout pour les compétitions. Oui, c'est pour la performance. Hein. Oui, on n'est pas dans le cadre effectivement, de la perte de poids. C'est pour arriver à la compétition avec 110% de réserve, taper pour arriver le plus possible dans les réserves. Alors, il y a une autre question que parfois les personnes qui veulent perdre du poids se posent, c'est la question de la gestion de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des patients ou des personnes qui disent par exemple, moi je veux bien faire du sport, mais quand je fais du sport l'après-midi, le repas du soir il est doublé ou triplé, et puis finalement je prends un peu plus de poids au lieu d'en perdre. Bon, parce qu'ils n'arrivent pas effectivement à gérer, on va dire, le repas du soir. Alors, la question c'est par rapport à la suite de l'activité. Parce que sur le plan, on va dire, théorique, il y a une période, la période de la demi-heure ou une heure après le sport, où effectivement on va refaire ses réserves. Est-ce que c'est une période où, comme on le dit, tout ce qu'on va prendre pendant cette période-là va compenser les stocks et finalement ça va éviter de stocker, ça va pas aller en stockage en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux manger un peu plus directement après l'effort pour contrôler son alimentation du soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que physiologiquement ça se tient? Est-ce qu'en pratique ça vaut le coup ou pas? Christian? Non? Moi? Mais en fait, je ne raisonne pas comme ça vraiment. Et je pense que les patients non plus. Parce qu'effectivement, quand je prends en charge quelqu'un qui a des problèmes de poids, je fais l'aspect nutritionnel et l'aspect activité physique en même temps. Et donc, forcément, tout est cadré, quoi. Mais par contre, quelqu'un qui effectivement veut se prendre en charge tout seul et qui veut faire ça, il veut passer que par l'activité physique, effectivement, moi je vais lui conseiller de fractionner le maximum possible ses prises alimentaires. Et effectivement, s'il a faim après l'activité physique, je lui conseille de manger. Et puis, pour pas justement avoir une espèce de fringale qui va durer des heures et avoir tendance à grignoter. Ça, pour moi, ça paraît naturel et logique. Et en plus de ça, pour les simples faits que, effectivement, en mangeant juste après l'activité physique, c'est là où on potentialise les effets de l'activité physique. Hein. Et le soir, à quel moment c'est mieux de faire du sport ou de perdre du poids? C'est-à-dire est-ce qu'il faut attendre d'avoir pris son repas du soir et aller faire du sport et aller dormir? Est-ce qu'il se passe des choses sur le plan c'est des questions qui sont souvent posées, donc est-ce que Christian, tu peux nous apporter un éclairage? Le sport le soir, le sport à jeun le matin c'est pas mal, ça c'est sûr, dans l'idée de ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'effectivement les stocks de glucides étant, comme on est loin du dernier repas, ils sont assez faibles, donc on va assez rapidement passer sur une consommation, une oxydation de lipides si on est sur un sport modéré, sur une activité modérée. Le sport le soir, moi j'ai pas la notion qu'il y ait énormément de phénomènes physiologiques qui favorisent quoi que ce soit derrière. J'avoue que si tu veux, moi je suis clinicien, donc moi le sport, la nutrition, tout ça c'est ce qui va être fait en pratique qui m'intéresse. Le sport le soir, il s'avère que maintenant, avec le mode de vie, c'est souvent là que ça se fait, quoi. C'est-à-dire que les gens ils finissent de travailler, même si tu as l'idée que ça va marcher un peu moins bien, c'est difficile de dire à quelqu'un qui embauche le matin à 8h et qui a ses gamins à amener chez la gardienne avant, il faudrait aller faire du sport le matin à jeun. Donc je me lève à 5h et je vais faire 1 heure de marche et après je prépare mes enfants, c'est pas possible. Donc en fait, le sport le soir, j'ai envie de te dire, c'est ce qui se fait le plus souvent et c'est mieux que pas de sport. Mais après, physiologiquement, voilà, parce qu'ils ne dorment pas. Après, ouais, au rythme circadien, voilà, pas à minuit, quoi. Mais après le travail le soir, à 18h, c'est souvent ce qui te dit, je sors et je fais quelque chose, en tout cas pour ceux qui travaillent. D'accord. Et quel sport, on va dire, finalement, pour perdre du poids? Est-ce que si on fait du rugby à une certaine dose, on va perdre, on a autant de chances finalement de perdre du poids que si on fait de la course à pied à une certaine dose? Est-ce que finalement, c'est une histoire de filière énergétique, c'est sûr. Quel sport conseiller? Ou est-ce qu'il faut dire au patient ou à la personne qui demande, qui veut perdre du poids, de faire du sport tout simplement? Ce que je peux dire, je pense que les médecins sont d'accord, c'est
quel sport? Tenir compte des goûts de la personne, hein, de sa motivation vis-à-vis d'une pratique. Ensuite, importance du retour veineux et puis du drainage lymphatique que ça provoque. Donc il y a des activités qui vont favoriser un bon retour veineux. Il y a des activités qui vont respecter aussi le squelette plus que d'autres. Je dirais que ce sont un ensemble d'éléments qui vont nous conduire à privilégier plutôt les activités d'endurance, la randonnée, la natation, le cyclotourisme. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? Le ski de fond. Mais à côté de ça, il était intéressant de diversifier le programme et de faire des activités endurantes. Si la personne, elle adhère avec l'utilisation d'un ergocycle à la maison, même si je ne le recommande pas, hein, parce que la plupart du temps, il est vite transformé en porte-manteau, mais cependant, si ça marche, ou avec la régularité grâce à un abonnement en salle de sport et l'utilisation diversifiée de l'ensemble des activités physiques, avec du renforcement musculaire, parce que c'est aussi intéressant que de faire des pratiques qui stimulent l'intensité. Elles vont développer la masse musculaire, hein, et on revient donc sur l'utilisation de l'énergie, la dépense énergétique en dehors des temps d'activité physique. Quand on est pratiquant sportif régulier, en dehors des temps de pratique, on continue à dépenser plus de calories. Donc on favorise une bonne stabilisation de son poids de forme. Et si l'alimentation est là, si on joue sur ces deux leviers, alimentation équilibrée et activité physique et sportive, je crois que pour l'organisme, en fait, les maladies, ce sont des maladies du surpoids, des maladies de la sédentarité, hein, le diabète, l'hypercholestérolémie, etc. En tout cas, elles sont majorées par ces facteurs-là. Et ce qui est connu, c'est que la sédentarité a plus d'effets négatifs que les excès alimentaires. Je crois que c'est donc, finalement, si on est sportif, on peut même se permettre de bien se régaler à l'occasion de quelques excès alimentaires parfois, hein, donc vive le sport et puis peut-être des compléments de réponse. Un excès alimentaire et sédentarité vont de pair. Là, c'est le cas. Alors, on a la question d'un internaute, parce que vous savez qu'on est suivi, donc c'est très bien parce qu'il y a des personnes qui peuvent profiter, on va dire, de la matinée depuis chez eux. Sa question, c'est de savoir s'il y a une formule pour déterminer on va dire la forme idéale, le poids idéal, le rapport taille-surpoids. Est-ce qu'il y a, on va dire, est-ce qu'il y a une composition corporelle de forme? Est-ce que vous pouvez lui donner un détail sur l'IMC, déjà lui dire comment ça se calcule? Est-ce que finalement il faut rester sur l'IMC ou est-ce qu'il faut plutôt penser au poids de forme? Et le poids de forme, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est plutôt du ressenti? Voilà. Mais je vais répondre à l'internaute. Il n'a qu'à poser la question sur Google. Il va avoir un certain nombre de formules qui permettront d'avoir des réponses. Non, parce que moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement, en restant clinique, c'est-à-dire en restant la prise en charge individualisée, ça dépendra de chaque personne, de ses objectifs. Tout est dans la mesure. De tout un peu de tout. On dit souvent en termes d'alimentation, de nutrition. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que si la personne elle a des objectifs très souvent, c'est des objectifs inatteignables en peu de temps. Ça arrive très souvent. Donc il y a déjà beaucoup de consultations pour essayer de voir effectivement quel est l'objectif réaliste et réalisable. Et ensuite, effectivement, si c'est par contre une prise en charge pour viser de performance, c'est pas pareil que si c'est dans le cadre de quelqu'un qui a des problèmes de poids. Mais je crois que tout est dans la mesure et il peut y avoir une perte. Les recommandations, par exemple, en ce qui concerne la perte de poids, c'est 5 à 10% du poids de départ. Quel que soit le poids de départ. Donc il y a des gens qui font 120 kg, on va leur dire il faudrait que vous perdiez alors qu'on sait qu'ils ont 40 kg par exemple en trop. Et bien on va leur dire il faudrait, l'objectif, ça devrait être entre 10 et 20 kg pour vous. C'est l'objectif réaliste en fait. Alors qu'on sait qu'ils ont 40 kg à perdre, c'est l'objectif réaliste.
parce qu'on s'est aperçu, toutes les études et toutes les études observationnelles, ou même les autres qui n'ont fait qu'observer, ou les études plus scientifiques, où on a comparé des groupes avec différentes interventions, montrent qu'en fait, si on est trop drastique, si on va trop loin dans l'objectif, eh bien, à la fin de la prise en charge, parce qu'il y a toujours une fin dans la prise en charge, à un moment ou à un autre, la personne elle est confrontée à elle-même. C'est pas tout le temps le coach ou tout le temps le médecin qui est derrière pour leur dire, voilà, attention, ça il faut pas manger, etc. Déjà que eux-mêmes s'astreignent des fois à des choses comme ça. Si en plus de ça, nous, il y a une pression derrière, donc voilà, et en plus de ça, c'est parce que d'eux-mêmes, ils s'écartent de cette prise en charge. Il y a quand même le retour à la liberté qui est naturel. Eh bien, ils reprennent du poids. Ils reprennent du poids si on a un objectif trop fort. Voilà, c'est pour ça que je répondrai par une pirouette en disant à l'internaute, eh bien, il faut que tu trouves ta propre formule sur Internet. Question, est-ce que bon, ton avis et puis surtout nous peut-être répondre à l'internaute, je pense qu'il a dû se demander par rapport à l'IMC. À l'IMC, c'est bon, voilà, la formule est... les billets de l'IMC. formule. Alors l'IMC, la formule elle est facile, c'est sûr qu'il va la trouver partout, c'est le poids sur taille au carré, la taille en mètres, donc il prend son poids, il divise par la taille au carré, il aura un IMC. C'est un index, enfin c'est un critère épidémiologique l'IMC. Ça n'a qu'une valeur au niveau d'une population de plusieurs millions d'habitants. Après, à l'échelon individuel, ça n'a pas de valeur absolue. Énormément de sportifs de haut niveau seraient qualifiés d'obèses, puisqu'ils ont des IMC élevés, parce qu'ils pèsent lourd, parce qu'ils sont musclés. Et par rapport à leur taille, on va leur dire, vous avez un IMC à plus de 27, vous êtes en surpoids, ou même à plus de 30, vous êtes obèse. Or, quand on les voit, évidemment, ce n'est pas des obèses. Donc l'IMC à l'échelon individuel, ça n'a pas de valeur. Donc après, il faut voir si cet internaute est un sportif qui fait beaucoup de sport, c'est normal qu'il ait un IMC élevé. Si c'est quelqu'un de sédentaire, qu'il a un IMC qui commence à monter, oui, évidemment, il vaut mieux pas trop monter, parce que quand on est sédentaire, en général, c'est la masse grasse qui monte. Donc après, on rentre dans le cadre de la pathologie. L'hérédité, oui, à l'échelle individuelle, c'est très compliqué de parler que d'IMC, comme ça, il faut voir cette personne, son rapport poids taille sur hanche, tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être dites comme ça, quoi. En fait, l'étude de la répartition de la masse corporelle, ce serait peut-être plus intéressant pour lui, pour le suivi. Oui. Sa masse grasse, savoir quelle est sa masse grasse. Sa masse grasse et puis sa répartition de la masse grasse. Est-ce qu'il a une obésité plus... Enfin, est-ce que... Je ne sais pas d'ailleurs s'il est obèse, c'est pas vraiment... Si ça se trouve, il n'est pas du tout. Mais en fait, est-ce qu'il a une répartition de la masse grasse plutôt androïde, sur le haut du corps, dont on sait qu'elle est quand même particulièrement associée à la pathologie cardiovasculaire et métabolique? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas un gros tour de taille, qui a un IMC un peu élevé, mais plutôt avec des bonnes fesses et comme ça, donc parce qu'il est fait comme ça, parce que c'est son morphotype et parce que s'il se sent bien comme ça, voilà, il faut qu'il fasse attention peut-être de ne pas prendre trop de poids, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. C'est difficile de parler que d'IMC en tous les cas. Après, sauf au-delà d'un certain niveau, quand on commence vraiment à dépasser les 30, quel que soit le morphotype, on rentre dans la population à risque de pathologie, hein, c'est sûr. Plus de 30 IMC, c'est beaucoup. Hein. Et la notion de périmètre abdominal aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Le tour de taille, plus de 90 chez les femmes, 88 chez les femmes, pardon, et chez les hommes, un peu plus 90, c'est important. Ça, c'est vraiment associé à la pathologie cardiovasculaire. C'est vrai. Il n'y a même pas besoin d'aller doser les LDL cholestérol. On mesure le tour de taille et on peut classer les gens dans des groupes à risque de pathologie cardiovasculaire. Moi, je voudrais faire juste... c'est pour élargir, parce que ça a beaucoup élargi hein, quand même dans ce qui est intéressant. C'est plus facile... Enfin, parce que là, on peut être inquiet de voir les chiffres d'OBEPI qui montent, même si on monte moins vite que les anglo-saxons, on grossit. Donc ça va coûter cher en coût humain et en coût financier. Dans les années à venir, ça va coûter très cher aux sociétés occidentales et pas occidentales d'ailleurs, puisque les pays du tiers-monde ça va être une catastrophe pour la pathologie métabolique. Et c'est plus facile de ne pas grossir que de maigrir. Parce que quand on est obèse, hein. Quand on a pris du poids dans l'enfance, rares sont ceux qui n'auront plus de problème de poids quand ils étaient obèses à 10 ans. Hein, il y a il y a le papier qui a été publié, c'était dans Nature l'année dernière, je crois, sur la mémoire du poids, la mémoire des cellules adipeuses. C'est incroyablement difficile de ne pas rester obèse.
Après, on en arrive à des solutions vraiment très, très jusqu'au boutiste. Là, maintenant, c'est le bypass intestinal, qui est, dans les pays du nord de l'Europe, vachement utilisé, parce qu'au niveau des résultats sur le poids, ça marche très très bien. Mais on va vraiment très loin dans la démarche, il y a du retentissement psychologique, enfin, c'est pas très simple. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez un type de 170 kg qui a 35 ans et qui commence à exploser ses genoux, qui a du diabète, de la maladie cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on fait de la psychologie et on dit oui, il ne faut pas l'opérer, mais il va mourir très vite, hein. Ou bien on passe à autre chose. Donc je crois que la vraie bataille contre le poids, on va la gagner dans la prévention, là, sur les générations futures, hein. Si on ne s'y met pas au niveau sociétal, ça va être compliqué. Et ça, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a l'image, il y a une espèce de côté, on va dire, un peu schizophrène, là où vous voyez des superbes sportifs vachement bien faits qui font de la pub pour McDo, Kinder Bueno et autres Coca-Cola. Donc quand vous battez au niveau médical ou associatif pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas manger trop de ci, trop de ça, et que derrière il y a l'image de Tony Barker ou de je ne sais pas quel autre sportif de haut niveau qui vient vous... chez les gamins, il a certainement beaucoup plus d'impact que moi, hein, ça c'est clair. Donc j'ai beau ravacher mon truc, si derrière il y a Zidane, Tsonga, Parker et autres rugbymen qui viennent, qui font de la pub pour de l'agroalimentaire comme ça, c'est compliqué. Vous voyez des superbes mannequins, des femmes de rêve à la télé qui n'existent pas, qui doivent être retouchées avec des logiciels et des machins et qui vont manger tel ou tel truc. C'est compliqué quoi, de dire il faut être comme ça et en même temps il faut manger ça. Et voilà. La prévention, ça va passer par vraiment beaucoup de choses. Donc il y a des progrès à faire là-dessus, par de l'éducation, on va dire, sociale, par une information adaptée. Des gens et des responsables, industriels. Et il y a 3 ans, je crois, au congrès américain à l'ADA, au congrès de diabétologie, le type qui a fait l'ouverture, il a dit les États-Unis vont dans le mur. Un enfant américain noir ou d'origine latinos sur 4 sera obèse, qui naît aujourd'hui sera obèse. C'est un problème et au niveau, ça touche moins la population, on va dire d'origine caucasienne. Les anglo-saxons, les WASP, ils sont un peu moins touchés, peut-être génétiquement déjà, et puis peut-être par le côté socio-économique. Mais en tous les cas, ils sont touchés aussi. Si on ne fait rien, ça va être vraiment la cata. Et c'est pas simplement le fait d'éduquer la population, il faut que les gens prennent leurs responsabilités au plus haut niveau. Ça veut dire que l'industrie agroalimentaire, les dirigeants de l'industrie agroalimentaire, il faut qu'ils arrêtent d'avoir le but de faire bouffer X kilos de glace par an et par habitant. Ils n'ont que ce but-là. Donc je ne sais pas si ceux qui ont vu le film reportage il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, les deals entre les lycées et les distributeurs de Pepsi, les ados dans les lycées, ils ont accès au soda gratos. Ils vont au distributeur, ils prennent un soda gratuit. Parce qu'en fait, ils deviennent après, quand ils sortent, ils vont en acheter, c'est sûr. On met dans les écoles des distributeurs de Coca, de Pepsi, de Sprite gratuits. On fait des menus gratuits. Ah oui, voilà. Alors à KFC, ça m'a sidéré. Je suis allé avec mes enfants à KFC. Vous pouvez avoir Coca à volonté gratos. Vous avez un verre d'eau. Si vous voulez un autre verre d'eau, c'est de l'eau minérale, il faut aller racheter de l'eau minérale. Vous n'avez pas d'eau à volonté. Et par contre, il y a Sprite, Coca et je ne sais plus quel autre soda à l'orange à volonté. Ah, voilà, c'est une question, c'est incroyable ça. Donc c'est ça qu'il va falloir revoir parce qu'on peut batailler contre... Enfin bon, là, ici il y a des sportifs, il n'y a pas de gens en surpoids majeur. Enfin, je vois, comme par hasard, c'est des gens qui devraient s'y intéresser, qui ne s'y intéressent pas à ce genre de réunion. Mais pour nous, c'est relativement simple. On prend un peu de poids, on va faire du sport, on fait un peu de tension qu'on mange après les fêtes de Noël, et puis c'est très bien. Mais les vrais obèses, c'est catastrophique pour eux, quoi. Ils bataillent, ils perdent 12 kilos, comme tu dis, on arrive à leur faire perdre 10%. Dès qu'on relâche un peu l'accompagnement, boum, ils remontent. Hein. Il y a la mémoire cellulaire, et puis il ne faut pas faire grossir les gens, c'est avant. C'est-à-dire que le programme dans la durée, la durée est essentielle. On doit tous avoir en tête cette notion de pondérostat
hein, qui est inscrit dans le cerveau. Ça fait référence à la mémoire cellulaire aussi. Et il faut vraiment du temps pour que les mécanismes neuro-hormonaux puissent donc modifier ce fameux pondérostat qui détermine notre poids de forme. Mais physiologiquement, on y arrive à condition que le nouveau comportement, avec une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène physique, soit un comportement durable. Et de cette façon, ce que j'ai en tête, c'est autant de kilos perdus, autant de mois de vigilance pour stabiliser son poids de forme. Donc il faudrait pouvoir accompagner ces personnes vraiment dans la durée. Alors en pratique, quels sont les freins qui font que dans la durée, elles décrochent? Les freins, c'est quand on leur explique pas bien, quand ils pensent que ça sert à rien ce qu'ils ont fait, que perdre 12 kilos quand on en fait 120, ça sert à rien, parce qu'ils se découragent, ou alors parce qu'ils pensent que ça y est, c'est fini, ils sont arrivés, et qu'ils arrêtent de venir. Il faut vraiment leur faire comprendre au départ, en tout cas là je parle des obèses, hein, je parle des gens qui ont les IMC à 38, 40, des choses comme ça. C'est une maladie, ça ne s'arrêtera jamais, c'est une maladie chronique, donc ils auront des phases où ça va aller bien, et des phases où ça va remonter, et on leur dit attention, quand vous commencez à voir que ça va moins bien, c'est là qu'il faut consulter. On ne va pas les obliger à venir tous les 2 mois, tous les mois. Ça va bien, ils ont perdu des fois plus que 12 kilos d'ailleurs. Ils ont une phase qui va très bien, et puis ça dure 1 an, 2 ans, et puis au bout de 2 ans, tac, ils commencent à remonter. C'est là qu'il faut qu'ils réagissent et qu'ils se refassent encadrer et qu'ils se refassent coacher. Parce que malheureusement, ils ont besoin. On ne fait pas des miracles médicaux avec ces gens-là, c'est du coaching qu'on fait. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément fait. Je crois que le rôle du médecin là-dedans, il est peut-être d'amener sa caution médicale auprès des gens, parce qu'ils en ont besoin, parfois. Il est de faire le bilan organique, être sûr qu'on ne passe pas à côté de pathologies X ou Y, de faire le bilan des complications, mais après, ça peut être fait par des paramédicaux ou des gens qui n'ont même rien à voir avec le milieu de la santé, les associations. Voilà, c'est du coaching, il faut les accompagner, il faut développer ce genre de prise en charge. Moi, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas tout médicaliser, c'est pas le rôle du médecin d'aller faire marcher les gens. C'est eux et c'est la société, donc c'est les associations, c'est tout ça. C'est leur rendre facile l'accès à ça. Une question dernière? Bon, on va peut-être demander à tous les intervenants un petit mot pour finir, c'était très intéressant, en tout cas. Un petit mot pour répondre à la question, oui, le sport fait maigrir, je crois, pour toutes les raisons qu'on a dit, physiologiques, mais beaucoup plus larges que ça. Et puis, pour la population d'obèses et de métaboliques que je prends en charge assez régulièrement, il y a plein d'autres bénéfices que ceux du sport, et ne serait-ce que la valorisation, l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, c'est super important. Quand ils arrivent en hospitalisation, on ne les prend pas tous en hospitalisation, heureusement, mais quand ils arrivent en hospitalisation, ils ont tous les matins 3/4 d'heure de gym encadré par un kiné. Mais c'est de la gym, c'est du bas à bas, c'est vraiment aller toucher les pieds. Et ils sortent de ces 5-6 séances de gym en disant qu'ils sont hallucinés de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de le faire. Les obèses, ils ont complètement effacé leur corps, ils n'existent plus. Donc ils ne font plus rien avec, ils ne se baissent plus, voilà. Donc simplement leur dire qu'ils sont capables de se coucher sur le dos, de lever les genoux, d'aller toucher les pieds, déjà ça les valorise vachement. Donc le sport, là il y a un côté très positif pour ça. Ce que je peux rajouter, c'est qu'au-delà de l'amaigrissement, qui est intéressant, tout dépend encore des populations et les objectifs qu'on se fixe. Le sport favorise l'amincissement, le remodelage du corps. Et ça aussi, c'est intéressant. Le maintien de la colonne vertébrale. Donc ne pas se laisser aller et avoir un corps tonique. Pour la posture, c'est intéressant. Et puis bien évidemment, pour les dimensions psychosociales, pour le bien-être, pour la détente, c'est un excellent anti-stress et ça régule de cette façon les diverses fonctions de l'organisme. Donc élargir sur l'ensemble des bienfaits du sport. Voilà.
Donc moi je vais me ressortir l'adage que j'ai sorti tout à l'heure, de tout un peu de tout. Effectivement, le sport rentre dans cette catégorie-là quand il est modéré, quand il est encadré, régulier. Et voilà. Et donc dans ce cadre-là, je vais faire un peu de pub pour une fondation qui a été montée par Coca-Cola. Non, pardon, c'était pas ça. Non, c'était une pub pour la gym volontaire, évidemment. Tout le monde l'a compris, puisqu'en fait, c'est on la connaît peu, cette fédé, et c'est une fédé qui, dès sa naissance, s'est axée sur le sport santé. Les médecins se sont désinvestis un peu de cette fédération, et je pense à regret, parce que, en fait, déjà parce qu'ils ne la connaissent pas et que c'est dommage, et en plus de ça parce que effectivement ça n'a pas débouché sur une reconnaissance universitaire, institutionnelle, scientifique. Je pense que ça devrait passer par là pour la gym volontaire, parce qu'effectivement, comme vous avez bien pu le voir quand elle vous expliquait comment marcher ActiMarche, il y a un diagnostic éducatif, donc il y a beaucoup de pédagogie et beaucoup de santé. Il n'y a pas du tout de vie de performance, il y a de la convivialité. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, c'est vraiment très sympathique. Et les gens, on ne sont pas ostracisés. On dit, bah, voilà, il faut que tu fasses absolument telle performance si tu veux avoir validé ta séance, etc. Et ça rentre. Je pense que ça a toute sa place pour certaines personnes qui le nécessitent. Et si ça n'a pas sa place à terme, c'est-à-dire que, évidemment, les gens vont, au bout d'un moment, je pense à Mathieu Vinégrat, par exemple. Mathieu, il n'a pas besoin de faire de la gym volontaire, parce qu'il est très sportif par ailleurs. Mais quelqu'un qui a été complètement sédentaire, ça peut être un pied à l'étrier. Il peut faire ça pendant quelques mois, ou un an, ou plus, si vous arrivez à le motiver à rester. Et puis après, partir sur, effectivement, des sports qui l'intéressent plus, le kayak, le tennis de table, ou je ne sais pas. Vous voyez. Mais je pense que ça... C'est une arme pour les éducateurs, pour les gens, les professionnels de la santé et du sport, qui est tout à fait intéressante pour remettre les gens à l'activité physique, les remettre à l'activité physique en prévention ou quand ils ont des pathologies. Exactement. On s'est aperçu, et quand on discute avec des médecins qui s'occupent notamment de patients qui ont des problèmes cardiovasculaires ou autres, ils nous parlent aussi de faire des étirements, du stretching et tout ça. C'est toute une complémentarité. Enfin, pour moi, en conclusion, je dirais que sport et les problèmes de poids et les problèmes et si le sport peut nous aider pour tout ça est une question de bon sens. Et soyons à l'écoute de notre corps, et si les médecins peuvent nous aider à un moment donné, mais je pense que le monde sportif a toute sa place pour aider certaines personnes, et on a tout notre rôle à jouer, surtout que c'est un thème qui est très très abordé dans les médias actuellement. Il faut se méfier des excès Coca-Cola et autres, et aborder ça avec beaucoup de bon sens. Merci. Vincent, si tu veux. Oui, juste pour dire que pour moi, ça sera un très bon révélateur de la lutte entre des logiques sanitaires, hygiénistes, etc., et des logiques économiques. Et un des intervenants met le doigt clairement là où ça fait mal. Et c'est vrai que je me mets du côté de ceux qui sont éducateurs, de ceux qui sont médecins, nutritionnistes, etc., et de voir, regarder politiquement, médiatiquement, on encourage les gens à aller vers le sport, on encourage les gens à surveiller leur alimentation, etc., mais que derrière, Coca-Cola, Nestlé, entre autres, McDonald's, dans des finances, les recherches là-dessus, commandent, on ne sait pas si c'est recherche ou commande, plutôt commande à mon avis, et bon, c'est vraiment à ce niveau analyser un petit peu qui va prendre le bon sens ou les logiques économiques. Bon, malheureusement, pour l'instant, on en est là. Ouais, il n'y a pas photo. C'était la note pessimiste. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas pour